Et vous avez aussi publié en 2018 un essai titré « Un Russe nommé Poutine ». Vous aviez alors l'intention d'expliquer qui était Vladimir Poutine au public francophone, alors qu'il était déjà, disons, incompris ou caricaturé peut-être. Vous l'avez d'ailleurs déjà rencontré à plusieurs reprises quand vous travailliez à l'Élysée auprès de Jacques Chirac. Aujourd'hui, Elena Perrou, le conflit en Ukraine fait rage, donc depuis 2 ans. J'ai 2 questions pour débuter à vous poser. D'abord, comment percevez-vous désormais Vladimir Poutine depuis le conflit en Ukraine, depuis 2 ans? Et inversement, comment jugez-vous le regard des Français à son égard, encore une fois, depuis que vous avez écrit donc ce livre et depuis le conflit en Ukraine? Comment la perception a-t-elle, selon vous, évolué? Alors, j'ai écrit ce livre pour essayer de décrypter Vladimir Poutine, pour essayer de le voir effectivement, comment les Russes le voient, parce qu'entre un regard, disons, russe et un regard occidental sur Vladimir Poutine, on ne voit pas du tout la même personne. Cela dit, mon livre est paru juste avant l'élection précédente, 2018-2024, ça devait être son dernier mandat. Je dirais que tout au long de ce 4e mandat, il y a eu un serrage de vis important en Russie même, et un Vladimir Poutine qui s'est infléchi, disons, dans une position relativement conflictuelle vis-à-vis de l'Occident, mais on peut le comprendre pour plein de raisons si on sort de l'immédiateté et du narratif occidental qui, depuis fort longtemps, et ça n'est pas lié aux événements de 2022, même pas finalement aux événements de 2014, en Ukraine, ce coup d'État que les Américains ont appelé, ou les Européens Euromaïdan, et que les Russes ont appelé un coup d'État fomenté par les Américains avec des couleurs fascistes. Ça n'est pas du tout le même regard sur les mêmes événements. Donc un durcissement de Vladimir Poutine sans aucune ambiguïté. Et en même temps, il vient d'être élu pour un 5e mandat, donc, avec un score qui est soviétique, stalinien, comme on veut. Évidemment, une élection est préparée et je dirais presque fabriquée, mais si on regarde un institut de sondage qui est complètement indépendant du gouvernement, Levada, levada.ru, qui a une page, alors je le dis pour les non-russophones qui nous écoutent, qui a des pages en anglais qui sont extrêmement bien faites, et qui mesure la popularité de Vladimir Poutine depuis, même avant 2000, depuis 99, je crois, tous les mois. On voit qu'il n'est jamais descendu sous 60% d'opinion favorable, et en février, donc un mois avant sa réélection, il était à 86% d'opinion favorable. Et encore une fois, Levada n'est pas suspect d'être à la solde du Kremlin, il a même ce label censé être infamant de agent de l'étranger. Ça veut dire simplement que c'est une organisation qui collabore et reçoit des fonds venus de l'étranger. Alors, pour reprendre le fil des relations Poutine-Macron, elles avaient, ou plutôt Macron-Poutine, puisque Poutine est là depuis, c'est son Xème président français qu'il rencontre, ça avait très bien commencé, souvenez-vous, sous les auspices de Versailles, dès 2017, sous les auspices de l'histoire longue, et les Russes sont très sensibles à l'histoire longue. Ils ne vont pas d'un mandat présidentiel à un autre, où on ne sait pas très bien, jusqu'à la veille de l'élection, qui va être élu. Ça, c'est la grande blague des Russes sur les élections américaines. Bon, les Russes savent à peu près à l'avance qui sera président, et donc, si vous voulez, ils se projettent dans le temps long. On se souvient de cette tentative. Je crois que du côté du président Macron, il y a vraiment eu la volonté d'être un interlocuteur privilégié en Europe de Vladimir Poutine. Il faut dire que la France a ce siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU qui donne aussi une importance primordiale à la France dans le champ européen, enfin au sein de l'Union européenne. Et ça, les Russes en sont très conscients. Ils rappellent souvent ce statut spécial de la France. Donc, il y a eu ce voyage juste avant le déclenchement des hostilités militaires, le 7 février dernier, je crois, du président français au Kremlin, cette fameuse table, je crois qu'il y avait 5 ou 7 mètres de long, qui a fait couler beaucoup d'encre. L'histoire ne dit pas s'ils se sont serrés la main avant ou après, mais en tous les cas, moi, je scrute quotidiennement le site du Kremlin. Je peux vous dire que le président Poutine recevait en tête-à-tête et à quelques centimètres de distance des dirigeants avant et après ce fameux 7 février. Et il y a eu ensuite, le président Macron
a été le dirigeant européen qui a le plus eu Vladimir Poutine au téléphone dans les mois qui ont suivi. Bon, à tel point que c'est vrai qu'il y a eu un nouveau verbe apparu dans le vocabulaire russe, makronit. Makronit, ça veut dire téléphoner, pour ne rien dire. Bon, ça a été évidemment une façon de se moquer du président français, mais qui voulait dire que on a beau avoir un dialogue, on n'arrive pas à quelque chose d'efficace et on n'arrive pas à une compréhension entre les deux parties. Il y a eu ensuite un épisode qui a fortement froissé les Russes et qui honnêtement ne rentre pas dans les usages diplomatiques et dans les usages de conversation de président à président. Si vous vous souvenez, je crois que c'était le 30 juin, c'était le dernier jour de la présidence française de l'Union européenne. Il y a eu un reportage qui a été diffusé alors sur France 2 à ce moment-là, vu par beaucoup de monde. Et dans ce reportage, il y avait, je crois, 9 minutes de conversation téléphonique privée, censée être, sinon secrète, du moins discrète, entre les deux présidents, le président Macron et le président Poutine. Et ça a ulcéré Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait part de ses protestations publiquement à la France. Et depuis, il y a, je pense, une forme de rupture de confiance, en tous les cas côté russe, vis-à-vis des conversations qu'il peut y avoir entre les deux présidents. Je crois qu'ils ne se sont pas parlé depuis septembre 2022, en tous les cas pas officiellement.